c'est info.tvc qui commence. Oh, mais moi je reste ici pour me faire pêcher, pour me faire accrocher dans le dos de quelqu'un. Oui, mais ils vont parler de nous. C'est une blague? Non, c'est le 1er avril, on parle du poisson d'avril. Je veux voir ça. Allez, viens, ça commence maintenant. Attendez, moi c'est lui, je veux l'écouter! Bienvenue à tous et à toutes et à cette édition du 1er avril de info.tvc. C'est le poisson d'avril. Comme vous constatez, on m'a poissonné en masse. Donc, probablement que vous avez été peut-être poissonné aujourd'hui ou peut-être que vous avez poissonné des gens également. Est-ce que vous avez joué des tours? Vous vous êtes fait jouer des tours? Peut-être. Mais la journée n'est pas terminée, alors continuez de vous surveiller. Alors, comme je le mentionne, on va vous faire un spécial poisson d'avril cette semaine. Et puis, on vous avait invité à nous envoyer vos histoires que vous avez vécues, soit des poissons que vous avez joués comme tour ou qu'on vous a joué comme tour. On a reçu quelques personnes qui nous ont écrit. Alors, on va y aller avec une première histoire qui nous a été envoyée par Lucie Arsenault, qui est enseignante au Cégep et qui a piégé ses élèves l'année dernière. On sait qu'avec la pandémie de la COVID-19, les cours au Cégep étaient donnés à distance et la professeure devait partager ses documents et ses informations par la plateforme qui est utilisée par le Cégep, la plateforme Léa. Comme le 1er avril était une semaine avant le dernier examen de la fin de la session, Lucie a eu l'idée de déposer un fichier dans le dossier qui s'intitulait « Réponse examen 2 ». Donc, effectivement, ça a fonctionné puisqu'il y a des élèves qui ont vraiment cru que les réponses de l'examen avaient été mises par erreur sur le site. Et puis, ils ont eu une surprise quand ils ont ouvert le document. Et bien, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Au lieu de vous l'expliquer, voici ce qui arrivait quand que les étudiants ouvraient le dit dossier. L'enseignante a déposé sa vidéo sur TikTok et c'est devenu une vidéo virale puisqu'elle a reçu plus de 49 000 vues pour sa vidéo. Et Lucie nous a également spécifié que parmi les étudiants qui n'ont pas ouvert le dossier, personne ne l'a contacté pour lui dire qu'il y avait eu une erreur et que les réponses de l'examen avaient été déposées sur le site. Donc, une autre situation loufoque qui est arrivée à Lucie. J'ai une autre histoire qui m'a été contée par une certaine Émilie Boulay-Chouinard. Je sais pas, je pense qu'elle n'est pas très connue ici. C'est une blague, chère Émilie. Elle m'a raconté l'histoire qu'elle a fait à ses enfants, un petit tour qu'elle aura joué. Elle a remplacé le crémage qu'il y a à l'intérieur des biscuits Oreo par de la pâte dentifrice, qui est un classique. Donc, on peut imaginer la face de ces enfants qu'ils ont fait quand ils ont croqué dans le biscuit. J'imagine que ça devait être très drôle à voir leur réaction. On a eu la visite de deux humoristes ici en studio, soit Serge Ibambourg et Marc-Antoine Lévesque, qui sont connus puisqu'ils animent ici les soirées microbrasserie à la microbrasserie La Captive. Et ils ont été très gentils de nous faire part de quelques aventures de poissons d'avril qu'ils ont vécues. Alors, on les écoute. 1er avril, poisson d'avril. T'as-tu ça, toi, des bonnes anecdotes de poissons d'avril, Serge Hubert? Ben oui, j'en ai une, moi. Écoute, à un moment donné, là, 1er avril 1998, on me colle un poisson dans le dos. Arrête. Tu sais pas ce qui s'est passé cette journée-là? C'était la première fois que j'animais le show de secondaire 5. Écoute, il y a toute la polyvalente de Rimouski, Esprit dans la salle. Il y a mon père, il y a mon oncle de Matapédia, Esprit, qui est descendu spécialement pour le show. 1er avril 98, casse la baraque. C'est une révélation. C'est la première fois que j'écrivais ce que j'allais jouer sur scène. Je me suis dit, je vais faire ça toute ma vie. Mais le poisson... Ah ben, tabarnak! J'avais un poisson dans le dos! Ah! Laisse-moi scraper ma soirée!
Mais tu jouais-tu dos au monde? Les gens, ils le voyaient pas. C'était face à eux. Là. Non, mais attends un peu, c'est pas ça. Moi, standing ovation, je fais mon salutation à la fin. Là, quelqu'un voyons, des coulisses, là, pis tout, il m'apporte des fleurs. Fait que moi, il me tourne pour prendre mes fleurs. Dans ce moment-là, que le public a ri de moi à cause qu'il y avait un poisson. Fait que t'as pogné ton Waterloo en secondaire 5. Depuis ce temps-là, c'est une longue chute. Écoute, je suis comme toujours, je fais tout ça dans la vie, je fais-tu pas de ça dans la vie? Puis là, maintenant, je suis rendu à 40 ans, puis c'est difficile de se sortir du seuil de la pauvreté. Fait que, c'est ça. C'est dur à topper comme anecdote, mais je me souviens en fait du premier poisson d'avril que j'ai fait. OK. C'était en 1998. Non, Quel 1er avril! Mais non, j'étais très jeune, très jeune. J'allais avoir 4 ans. Et j'étais au courant de la tradition de faut faire des poissons qu'on colle dans le dos du monde. T'sais. Fait que je m'étais dit, je vais le faire. Sauf que à 4 ans, je me suis fait un poisson, j'en avais fait un. Puis j'avais pas pensé à comment fallait le coller. Puis j'avais pas pensé à qui. Puis tu sais, j'étais vraiment là, je renais sur un instinct, mais piètre instinct de farceur. Fait que j'avais trouvé un bâton de colle et j'avais trouvé la victime, soit mon père qui dort. Je me souviens que c'était un dimanche matin, OK? C'est le seul, je sais pas c'était quelle année exactement, mais le 1er avril tombait un dimanche matin. Mon père fait la grasse matinée, il dort dans le lit et j'ai pris le bâton de colle puis j'ai juste mis plein de colle dans le dos de mon père puis j'ai collé le poisson. Puis mon père qui a vraiment juste fait « Qu'est-ce que c'est comme, ce qui se passe? » Puis c'est juste de la colle prite, beaucoup trop dans le dos. Puis... Il était. Il n'y avait pas de t-shirt, fait que tu avais mis ça dans le dos. Mon père, c'est gros scoop en ce moment. Oui, mon père dort en chess. Puis, qu'est-ce que vous voulez? C'est un sauvage. Mais là, l'affaire, t'avais-tu de la colle, le page, style blanche? Oui, qui sent en plus, là, OK. tu sais. Ouais. Puis ça part mal, tu sais, parce que c'est dans le milieu du dos, fait qu'il faut que tu Puis se elle est laver là. liquide, puis c'est blanc, puis c'est dans le lit. Ton père se disait, voyons donc, ton lit, qu'est-ce qui se passe là? En tout cas, il y en a partout. Je pensais peut-être pas à tout ça quand j'étais jeune, là, Non, mais ça, c'est sûr tout que ça non. pour dire que ça a été un de mes seuls poissons d'avril. C'est intéressant, ça, que tu parles de jeunesse et tout, parce que moi, j'ai 2 filles, de 2 et 6 ans. Et l'année passée, je me suis dit, je vais les taquiner. Là. Fait que là, j'ai débouché le truc de la salière. Ah oui. Ouais. J'ai mis du saran wrap sur la toilette. Puis Ah, oui. j'ai fait des confettis là, que j'ai mis, tu sais, en fait, j'ai des Kleenex, là, je les ai découpés là, dans la boîte à Kleenex. Fait que là, on a ri toute la journée avec toutes ces petites gags-là. Puis à la fin, là, j'ai dit aux filles, ben là, ramassez! Et ils l'ont pas fait. Fait que finalement, cette année, je ferai pas ça. Pas de poisson d'avril. Non. Mais ça vous empêche pas d'en faire, vous. Allez, soyez farceurs. Soyez Amkoui. créatifs. Après tout, Amkoui, c'est là où l'on S'amuse! Que de plaisir on a avec ce segment Poisson d'avril. On constate que vous avez été très imaginatif pour trouver des tours à jouer. Donc, continuez. Il y a des très bonnes idées. Je vous invite, ceux qui nous regardent, de prendre peut-être des notes pour vous donner des idées pour les prochains Poissons d'avril. On pourrait en parler encore longtemps, on pourrait en rire encore. On a encore plein de choses à raconter, mais on a quand même une émission à vous présenter. Donc, on va prendre une courte pause pour vous laisser le temps de vous remettre de vos émotions et on vous revient tout de suite après. On est de retour. J'espère que vous avez apprécié le petit spécial Poisson d'avril qu'on vous a offert cette année. Maintenant, on va passer aux nouvelles en bref. Voici tout d'abord les statistiques de la COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. Cette semaine, on comptabilise 66 nouveaux cas, ce qui mène à un total de 1543 cas depuis le début de la pandémie. Et présentement, 97 cas sont toujours actifs. L'Institut national de santé publique du Québec confirme officiellement que le Québec est maintenant entré dans la 6e vague de COVID-19, et ce depuis la mi-mars. Cette nouvelle vague est causée par le sous-variant BA.2 d'Omicron. Le gouvernement Legault a indiqué qu'il n'implanterait pas de nouvelles mesures, mais mentionne que nous devons apprendre à vivre avec le virus.
L'INSPQ s'attend à ce que l'augmentation des cas et des hospitalisations soit beaucoup plus faible de ce qu'on a connu à la fin décembre et au début janvier. D'un autre côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent confirme que de nouveaux records d'hospitalisation en lien avec la COVID-19 ont été atteints cette semaine. Ce record survient au même moment où un nombre record d'employés du CIS du Bas-Saint-Laurent sont absents du travail en raison de la COVID-19. Rappelons que la mesure du port du masque obligatoire est prévue être levée à la mi-avril. C'est ce mardi 5 avril à 19h qu'aura lieu l'Assemblée de consultation publique virtuelle du projet de plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029, projet conjoint des MRC de la Matapédia et de la Métis. Le sondage en ligne est toujours disponible jusqu'au 13 avril via le www.ecorégie.ca/PGMR ou vous pouvez y répondre par téléphone au 88 775 8455 poste 1138. Les citoyens, les organismes et les commerçants qui sont intéressés à déposer un mémoire ont jusqu'au 13 mai pour le faire. Pour toute information ou question concernant cette consultation publique, vous pouvez aller voir la page Facebook de la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le bar laser de Cozaspcal domine la demi-finale avec 2 victoires et 1 défaite contre les Corsaires de Forillon. La série se poursuit ce samedi 2 avril à 20h au centre récréatif Luc Germain de Gaspé. Advenant la nécessité de disputer un 5e match, celui-ci aura lieu dimanche à 14h à l'Aréna Rosaire-Tremblay à Rivière-au-Renard. Le Bois BSL de Montjoly a remporté la demi-finale contre le Nordais de la Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts le 27 mars dernier. Mais ce qui a retenu l'attention, ce n'est pas la victoire du Bois BSL, mais plutôt l'altercation qu'il y a eu entre l'annonceur maison et les arbitres. Dan Pelletier de Sainte-Anne-des-Monts a quitté son poste pour aller s'en prendre directement à l'arbitre Olivier Thériault sur la glace. Les autres officiels sont intervenus pour calmer les esprits et l'annonceur a finalement quitté la patinoire. Selon plusieurs personnes présentes, la tension entre les 2 hommes était palpable tout au long du match. La Sûreté du Québec a été saisie de l'affaire et a ouvert une enquête en lien avec des allégations de voies de fait. De son côté, la Ligue de hockey senior a préféré n'émettre aucun commentaire tant que l'enquête est en cours. Ce match a laissé un goût amer pour plusieurs amateurs de hockey qui estiment que le spectacle a été teinté par trop d'éléments qui n'ont pas leur place dans une ligue de hockey. Des dizaines de chômeurs matapédiens sont incommodés par les interminables délais de traitement chez Service Canada, ayant comme conséquence de les priver de leurs prestations d'assurance-emploi depuis décembre dernier. Selon le témoignage d'une porte-parole de l'Association pour la défense des droits sociaux de la Matapédia, dont le bureau est basé à Amqui, les délais de traitement des dossiers d'assurance-emploi relèveraient de plusieurs dysfonctions fédérales, dont le manque de main-d'œuvre et la surcharge de travail qu'aura occasionné le piratage de données chez Service Canada. Ces derniers mois, Service Canada a été la cible de pirates informatiques dont l'attaque déroulerait du vol de données détecté chez Desjardins en 2019, selon certaines sources. Plusieurs se sont tournés vers la députée bloquiste d'Avignon, la Métis Matane Matapédia, Christina Michaud, puisqu'elle a une ligne directrice avec les fonctionnaires.
Christina Michaud estime avoir réglé plus de 200 dossiers d'assurance emploi depuis le mois de décembre dans l'ensemble de sa circonscription. Si vous êtes incommodé par une telle situation, vous pouvez également faire appel au service de l'Association pour la défense des droits sociaux de la Matapédia à Amqui en contactant les conseillères Chantal ou Mélissa au 88 629 6077. On va terminer ça avec une bonne nouvelle. Le défi Tête à prix de l'Association du cancer de l'Est du Québec permet d'offrir la possibilité aux gens de récolter des dons pour venir en aide aux personnes touchées par la maladie. L'école secondaire Armand-Saint-Onge a fait sa part puisque 21 participants se sont fait raser ou couper les cheveux. Le défi et les dons ont permis à l'assaut de remettre un montant total de 3 870,70 $ à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Donc, on tient à remercier tous les participants et les participantes qui se sont prêtés au jeu et tous les généreux donateurs pour ce beau montant qui va servir pour les gens qui sont atteints de cancer. Aujourd'hui à l'émission, on parle, on a parlé de poissons, mais on va parler également d'organismes et de politique. Le Centre de mise en valeur des opérations Dignité et la Coalition Urgence rurale du Bas-Saint-Laurent réalisent une opération de sauvegarde des églises rurales dans le Bas-Saint-Laurent. Parmi les projets en cours, certains se situent sur le territoire de la Matapédia, donc on en saura un petit peu plus. À la suite des recommandations émises par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MRC de la Matapédia a adopté sa nouvelle réforme du comité administratif et la répartition des voix lors de vote. La préfète, vous n'avez probablement entendu parler dans les médias, et là on s'est entretenu avec la préfète Chantal Lavoie qui nous explique plus en détail en quoi cela consiste. Le 22 mars dernier, le ministre des Finances, Éric Girard, a déposé le budget 2022-2023 du Québec. J'ai discuté avec le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, pour nous aider à mieux comprendre les montants investis et les impacts pour la vallée de la Matapédia, parce qu'on sait quand on écoute un budget, c'est pas toujours évident de tout comprendre les informations qui nous sont transmises. Mais tout d'abord, on vous annonce une activité spéciale dans le cadre du 4e anniversaire du Centre d'action bénévole de la vallée de la Matapédia. Mais juste avant, on va faire une courte pause et après, on vous dévoile tous les détails. Non, on porte pas la caméra tout de suite! Pourquoi? Ben là, tout le monde va voir mon feu sauvage pis mes boutons dans ma face. Qu'est-ce que ça fait? Ben là, le monde va dire que j'ai pas une belle peau pis que je prends pas soin de ma santé. Ok, ça a pas rapport. Ok, il y a full de fils sur internet qui nous montrent des affaires qui sont pas nécessairement vraies. Ok, c'est normal de pas avoir une peau parfaite, d'avoir de la cellulite, d'avoir des vergetures, d'avoir les cuisses qui bougent quand on court. C'est normal. Ben oui, c'est normal. Faut pas que tu crois tout ce que tu vois sur internet. Puis à un moment donné, c'est le fun de voir plus de naturel. Fait qu'aujourd'hui, ce que je te présente, c'est ma face avec un ami Pierre, feu sauvage, des boutons, dû à que des fois on met des masques, puis les cheveux un peu coités. Ma peau est pas parfaite, puis ça c'est naturel, c'est juste normal. Oublie-le juste pas. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télé Bingo ce dimanche à 12h30.
Le Centre d'action bénévole de la vallée de la Matapédia souligne ses 40 ans, donc ses 40 ans d'existence, et plusieurs activités seront offertes aux différents bénévoles qui se sont impliqués ou qui s'impliquent actuellement là, dans l'organisme. Et pour discuter de cette première activité qui s'en vient, je suis avec Pascale Rioux, qui est directrice générale de l'organisme. Bonjour Pascale! Allô, Marc? Donc, bonne fête à l'organisme. Oui. 40 ans, ça passe vite. Oui, moi je suis pas là depuis 40 ans, mais oui, je te dirais que les gens qui sont autour du cadre nous le disent que, ouf, déjà 40 ans, fait qu'on est content. Donc là, on commence avec une première festivité pour célébrer justement ce 40e. Bien, on est au printemps, fait qu'on va à cabane à sucre. Bon. Hein? C'est de circonstance, fait qu'on invite les gens à venir à la cabane à sucre. C'est le 9 avril, un samedi, à 1h30, à la cabane à sucre érablière M. Bertrand Lamarre à Saint-Arcius. Fait que c'est pas compliqué. On veut que les gens s'inscrivent, nous téléphonent au centre d'action bénévole. Puis, ils ont le droit de venir seuls ou accompagnés. C'est parfait. Vous êtes une jeune maman qui a fait du bénévolat, vous avez des enfants, ils sont les bienvenus. C'est juste important de s'inscrire au Centre d'action bénévole. Et le numéro de téléphone pour s'inscrire? Le 418-629-4456. Et les gens ont jusqu'à quelle date? Parce que je pense qu'à un moment donné... Ils ont jusqu'au 5 avril pour s'inscrire. Fait que sans problème. Puis on va avoir une petite surprise pour ceux qui viennent nous retrouver, là, un petit cadeau pour les remercier. Donc voilà, important de réserver sa place si vous voulez avoir votre cadeau. Hein? Oui. Moi, je lance un défi aux gens qui ont déjà fait partie du conseil d'administration. J'aimerais ça les rencontrer là-bas, pouvoir vraiment leur discuter de comment c'était à l'époque, vers où qu'on peut aller, puis qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire. Hey, telle affaire, y avez-vous pensé? J'apprécierais vraiment rencontrer ces gens là-bas. Donc, faire un beau bilan de ces 40 premières années. Et souvent, quand on souffle les bougies de notre gâteau, on fait des vœux. Qu'est-ce qu'on souhaite à l'organisme pour les prochaines années? Bien, qu'il soit au moins là pour un autre 40 ans, Marc. Minimum! 40 ans minimum. 40 ans. Tu sais, les services, là, on est toujours là pour en offrir. Puis je pense qu'on va évoluer avec les besoins de la population. Fait que je me dis tout le temps, si les gens nous partagent leurs besoins, la population vient nous dire il manque telle chose, on va pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, c'est de continuer à répondre aux besoins et d'adapter les services en fonction de... Et puis, comme tu le dis, on vous le souhaite encore pendant plusieurs années encore, parce que c'est un beau service essentiel. Merci Pascale d'être venu nous parler de ce bel événement qui s'en vient. Je voudrais juste rajouter, si jamais il y en a qui se disent « Ouais, ce serait un bon temps pour aller voir si je veux faire du... » Vous êtes invités ou si vous venez nous rencontrer, on va vous accueillir avec plaisir. Fait que vous avez l'idée de penser devenir un bénévole, venez nous rencontrer. Appelez-nous pour pouvoir vous inscrire, puis on va vous jaser ça. Puis faire du bénévole, ça fait du bien à ceux qu'on aide et ça fait du bien à nous-mêmes. Oui, bien dit, Marc. Donc, juste pour rappeler qu'il va y avoir une partie de sucre à l'érablière Bertrand Lamarre à Saint-Arcitius le samedi 9 avril à 13h30. Et pour réserver votre place, c'est le 418-629-4456. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Le Centre de mise en valeur des opérations Dignité et la Coalition Urgence rurale du Bas-Saint-Laurent ont débuté l'opération de sauvegarde des églises rurales. Plusieurs projets de reconversion des églises en projets communautaires et culturels sont présentement en cours et ont été commencés. Donc, pour en discuter, je suis avec Martin Gagnon, qui est coordonnateur du centre. Bonjour, Martin. Bonjour, bonjour. Donc, là, on parle de la reconversion des églises. Sur notre territoire de la Matapédia, il y a combien d'églises qui sont touchées par ces projets? On parle d'une vingtaine d'églises, là. Alors, là, il y a une vingtaine d'églises présentement, mais qui ont des projets. Là, je vais en rencontrer 2 aujourd'hui, là, soit à Saint-Léon et puis à Lacomquie. OK, présentement, c'est ces 2-là qui ont des projets officiels. C'est ça. Il y en a probablement dans d'autres, mais nous, on n'est pas impliqués dans tous les projets parce que les gens sont libres de nous appeler s'ils veulent. Nous, on vient en assistance, c'est de toute façon bénévole. C'est pour s'assurer qu'on ne perde pas nos églises dans nos villages parce que ce sont des temples qui ont été construits collectivement puis qui pourraient servir à la population, tant au plan culturel, comme on disait au départ, qu'au plan environnemental, qu'au plan social.
Donc, on veut s'assurer d'apporter l'ensemble de toutes les informations, les outils possibles pour que les communautés puissent préserver leurs églises. Donc, comme vous mentionnez, dans le fond, c'est les églises qui vous contactent. Ceux qui veulent que leur église soit utilisée pour autres projets, c'est eux autres qui doivent vous contacter. Exact. En fait, c'est les fabriques principalement, parce que c'est elles qui sont aux prises avec un édifice qui, pour l'instant, n'a pas de support financier. À très peu de gens qui vont à la messe à tous les dimanches. Donc, nécessairement, c'est pas avec ça qu'ils réussissent à payer le chauffage, l'entretien des bâtiments. Puis pour ne pas perdre ces bâtiments-là, on leur dit, faites la transition tout de suite vers un projet plus collectif qui va faire que l'Église va retrouver ses ouailles, les gens vont revenir, vont utiliser les lieux. Là. Parce que les objectifs des projets, c'est de garder l'architecture intacte. En fait, oui, parce que c'est pas des bâtiments qui sont classés au ministère de la Culture comme patrimoine en tant que tel. Il n'y en a que 2 au Bas-Saint-Laurent, c'est Sainte-Luce et puis Kakuna. Les autres, c'est la valeur architecturale que les gens du milieu vont lui donner. En fait, la valeur patrimoniale, parce que pour eux, ça a une signification. C'est un peu un concept à l'intérieur de l'architecture qui dit, en fait, c'est la valeur qu'on y apporte qui est importante pour nous. Fait que si des transformations sont possibles, comme ça a été fait dans plusieurs églises, Luceville, Saint-Valérien, il y a plusieurs cas, Sainte-Blandine, où on a aménagé une bibliothèque et tout ça, on a dû faire des modifications architecturales, veut pas, à l'intérieur, mais on garde l'essence du bâtiment. Là, vous avez mentionné des bibliothèques. C'est quoi les autres styles de projets qui peuvent être faits dans une église? Ça va dans tous les sens. Le Conseil du patrimoine religieux, vous avez une section, ce qu'on appelle les églises réinventées, où tu as toutes sortes de modèles. Nous, il faut plus s'attarder aux modèles qui sont ruraux parce que c'est sûr qu'en ville, il y a plus de besoins. Donc, on peut, avec des espaces comme ça, répondre à des besoins peut-être plus spécifiques. Dans notre cas, il faut être plus polyvalent. Il faut avoir plusieurs usages à l'intérieur de l'église pour être sûr d'avoir des activités qui sont rentabilisées. Ça veut dire que les opérations soient rentabilisées, payer l'entretien de l'église, le chauffage, l'énergie, etc. Et donc là, quand vous faites le tour, vous allez rencontrer les églises. Je pense qu'il y a plusieurs rencontres qui vont avoir lieu. Là. Comment ça se passe? On a déjà une trentaine d'églises avec lesquelles on travaille déjà au Bas-Saint-Laurent. Et puis, on est ouvert à toutes les autres fabriques. On est sur le conseil au niveau de l'archevêché pour aider, pour appuyer toutes les fabriques qui ont besoin d'un coup de pouce. Ça fait que là, vous voulez les rencontrer une fois, mais vous allez les rencontrer combien de fois, ceux qui sont intéressés? À la demande, quand ils veulent qu'on assiste, notamment les assemblées publiques, parce que des fois, les gens sont plus ou moins à l'aise avec les transformations. Fait qu'on fait des consultations publiques. Puis le reste, on fait beaucoup de choses par Zoom et par téléphone. Est-ce qu'il y a une date limite pour faire le tour pour les choses ou à un moment donné, vous pouvez avoir des appels dans 5-10 ans des églises? La date limite, c'est beaucoup l'archevêché qui l'a mis en disant qu'il allait avoir 50 des fabriques qui devraient fermer d'ici 2 ans. Ça fait déjà 1 an de ça. Donc, nécessairement, là, les fabriques sont bousculées à l'heure actuelle. Ils ont besoin d'aide. Fait que le téléphone peut venir de la municipalité, de la fabrique, de la corporation de développement. On est ouvert à tous les projets. Donc, tous les projets, là, ça fait qu'il n'y aura plus de messe. Là. Ça va être complètement une autre... Non, c'est que... Non, ça exclut pas le fait qu'on puisse continuer d'avoir des activités de culte à l'intérieur. Parce que présentement, il y a beaucoup d'églises qui sont fermées, puis on fait le culte dans le centre communautaire. Mais si l'église reste ouverte, on peut revenir pour faire là les baptêmes, les mariages, les funérailles, etc. Fait que le nouveau projet n'empêche pas la continuité des cérémonies religieuses. Puis nous, on recommande d'ailleurs de garder l'espace qu'on appelle la nef, là, la grande salle de l'église, pour qu'elle demeure multifonctionnelle pour des spectacles culturels, pour des messes, pour toutes sortes de choses, parce que c'est déjà là. Et puis, il y a des églises qui sont intéressées, mais qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter pour avoir des idées de ce qui peut être fait dans leur église? Oui, absolument. Là, vous allez sur Opération Dignité, là, sur Internet. Vous pouvez faire opération.dignité à commercial@hotmail.com ou là, 1-418-896-8076. Parfait. Donc, merci beaucoup d'entreprendre ces projets-là parce que, qu'on soit pratiquant ou non, les églises, ça reste quand même des édifices patrimoniaux. C'est des beaux édifices, là, c'est beau, puis on ne veut pas perdre ça. C'est notre identité. Quand on regarde une carte postale, on reconnaît le village par l'église. Donc, il ne faut pas perdre notre identité dans tout ça. Merci beaucoup, Martin, puis bon séjour sur notre territoire, puis on vous souhaite de beaux projets là, avec nos églises. Au plaisir. Au revoir. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la page Facebook du Centre de mise en valeur des opérations Dignité. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook.
Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Lors du dernier conseil de la MRC de la Matapédia, celle-ci a procédé à des changements dans la composition du comité administratif et la répartition des voix lors des votes. Maintenant, le poids décisionnel des municipalités est attribué par tranche de 1500 habitants. Pour en discuter, je suis avec Chantal Lavoie, la préfète de la MRC. Bonjour Chantal! Bonjour! Donc, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, on en parle beaucoup dans les médias. Mais une décision comme celle-là, on s'entend, c'est pas quelque chose qui se prend du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose qui est discuté depuis des années. Oui. Bien, ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, la MRC a décidé, depuis la création de la MRC, à 8 reprises, il y a eu des modifications aux lettres patentes ou des règlements, tout ça à la MRC. Donc, c'est quelque chose qui arrive à l'occasion. Là, c'est pas quelque chose qui n'a jamais existé. Il faut s'ajuster avec comment les années avancent, puis avec la réalité, ça change. Tout à fait, exactement. Puis aussi, selon nous, c'est à l'automne 2019. Donc, la MRC a décidé d'entreprendre une réflexion sur sa gouvernance. Là, on parle d'un thème qui a passé parce qu'il y avait un règlement à changer, à modifier suite à cette modification-là par rapport à la MRC. C'est pour ça que la décision du Conseil a tenu sur cet élément-là. Mais la réflexion qu'on a faite, c'est à plusieurs niveaux. On parle du comité administratif, la composition du comité administratif. On a fait des discussions aussi sur la représentation et le nombre de voix accordées aux membres du Conseil. Et on a parlé aussi des procédures de délibération et de vote. Donc, c'est 3 thématiques comme ça. Et pour réaliser cette réflexion-là, il y a eu un comité qui a été mis en place, un comité nommé par le Conseil de la MRC avec 8 élus à l'intérieur, puis on a engagé aussi un consultant externe pour nous accompagner, puis quelqu'un qui avait de l'expérience en MRC, puis aussi en gouvernance et tout ça. Donc, le constat, bien évidemment, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de façon exacte ou plus démocratique ou moins démocratique ou bon. Parce que si ça existait, je suis convaincue que le ministère obligerait les MRC à fonctionner d'une seule et unique façon. Puis chaque MRC aussi a sa réalité. Une façon peut être bonne pour une MRC, dans une autre MRC, ça va être autre chose, ça va être différent. Exactement. Puis on le sait aussi, c'est pas toutes les MRC qui sont, par exemple, avec un préfet élu au suffrage universel. Donc, ça amène des réflexions. Ceci dit, donc, l'exercice a débuté en novembre 2020. Le rapport du conseiller, du consultant a été déposé, consultant accompagné évidemment du comité de réflexion. Et le Conseil de la MRC a adopté ce rapport-là. Dans ce rapport-là, il y avait quelques modifications qui venaient, dont celle de faire des modifications aux lettres patentes. Et quand on touche aux lettres patentes, à ce moment-là, il y a des éléments plus particuliers dont il faut adopter. Mais on a aussi modifié des façons de procédure lors d'une rencontre. Pour ceux qui suivent les rencontres de la MRC, il y a eu cette modification-là. Par exemple, pour mettre une délibération ou un débat au sein de la MRC, donc la proposition doit être nommée, appuyée, et là, on fait le débat. Chose qui n'était pas le cas avant, qui était plutôt à l'inverse. Donc, il y avait un état de situation, un contexte qui était amené. Les gens posaient des questions. Ensuite, on faisait la proposition avec l'appui, puis on passait au vote s'il y a lieu. Donc, maintenant, on fait une façon différente. Il y a différents petits éléments comme ça. Je ne veux pas rentrer trop dans la technicalité. Par contre, je veux juste démontrer qu'il y a plusieurs choses qui ont été changées. Oui, c'est ça. Il y a un travail qui a été fait. Voilà. Là, il y a plusieurs choses qui ont été prises en compte. Là, effectivement. Au niveau de la composition du comité administratif, on a regardé aussi les mandats du comité administratif parce que le comité administratif, il porte bien son nom. C'est principalement des affaires administratives qui sont là, qui sont traitées par ces 7 élus qui sont sur ce comité-là. Et dans le but, dans le fond, aussi d'alléger les rencontres du Conseil de la MRC. Okay. Donc, c'est plus des affaires administratives, le paiement des comptes, aussi au niveau des règlements d'urbanisme qui relèvent des TNO, des choses comme ça. Donc, il y a pas juste des TNO, mais l'approbation des modifications au niveau des règlements municipaux. Fait qu'il y a différents éléments comme ça, donc il y a vraiment... c'est un mandat clair là, qui est adopté par le Conseil de la MRC qui dit « Comité administratif, c'est ça votre job. Okay. » Fait qu'on a réévalué ça. Puis là, je sais que là, présentement, ce qui fait plus couler d'encre, comme vous dites, c'est vraiment la notion du nombre de votes ou de voix
par élu. Et ça aussi, ça le fait partie des discussions, des réflexions. On a évalué plusieurs éléments. Entre autres, on le dit, hein, qu'est-ce qui se fait autour de nous, dans les autres MRC avoisinantes. On a évalué différents scénarios. Il y a eu des scénarios qui ont été mis en place. On a regardé aussi, on a fait un retour sur les décisions qui avaient été prises antérieurement, là, l'année précédente, ou dans la même année, par le Conseil, où il y aurait pu avoir un vote. Puis on a analysé si ça avait changé ou pas la nature de la décision. Puis on a fait des analyses comme ça. Donc, il y a quand même eu quelque chose de très important qui a été fait, un exercice là-dedans. Donc, on parle de vote, et puis, d'ailleurs, il y a 2 villes et une municipalité, donc Amqui, Cozaspscal et Sébec, qui ont gagné des votes. Voilà. Donc ça veut dire quand il va y avoir des votes, eux vont pouvoir voter plus qu'une fois, si je comprends bien. Bon, là, je vais expliquer la procédure de vote. Parce que les gens peuvent comprendre. Oui, parce que, encore là, un vote à la MRC, c'est pris à la double majorité. Ce qui veut dire, puis là, je vais prendre l'ancienne façon de fonctionner, puis on va revenir après à la nouvelle. Donc, c'est que la première majorité qu'il fallait, donc on sait qu'il y a 18 municipalités dans la Matapédia, donc il fallait que 10 élus prennent une position dans un même sens contre 8, ce qui fait 8, oui, c'est ça, 18, c'est ça. Oui. Parce que le préfet ne vote qu'en cas de non-décision. Donc ça serait 9, calculé 9. sur 19, c'est vraiment 18 votes. Okay. Fait que les élus ont chacun un vote. Donc, la première majorité, c'est qu'il faut, à ce moment-là, c'est la majorité, une première majorité. La deuxième majorité, elle est plutôt vue sur le pourcentage de population représentée. Okay. Donc, à ce moment-ci, si par exemple, on prend la ville d'Amqui, quand elle vote un vote, elle représente, là, ça dépend des années, mais autour de 37-38 okay. On va arrondir, là, de population. Donc, la première majorité, ici, il faut qu'il y ait une première majorité d'atteinte et une deuxième pour que ça soit effectif. Fait que dans le fond, la façon que ça marche, son vote vaut plus de pourcentage qu'un autre. Dans la deuxième majorité. OK. Parce que dans la première, tout le monde a un seul vote. OK. Et là, s'il n'y a pas la double majorité, le préfet peut, je souligne le peut parce que c'est pas obligatoire, c'est une possibilité, peut trancher la question parce qu'il est élu par l'ensemble de la population. OK. Par contre, voilà. Donc, dans la nouvelle façon de fonctionner, c'est plus 18 votes. C'est 23 votes qu'il y a autour de la table du conseil. Et la ville d'Amqui a 4 votes. Comme vous disiez tantôt, Sébec et Cozaspscal en ont 2. Donc, c'est là, dans la première majorité, ça ne sera plus sur 18, mais ça va être sur 23. Mais encore là, il faut avoir la majorité. Et là, ça va être quoi le minimum sur 23 pour que ça passe? C'est plus que la moitié? C'est 51 là. OK, c'est ça. Je sais pas c'est vraiment, ça doit être 13. Okay. Normalement, c'est 13 votes. Fait que c'est ça. Puis la double majorité continue, donc le pourcentage continue aussi de s'appliquer. Donc la double majorité va s'appliquer toujours. OK. C'est quand même complexe, hein, oui. malgré tout. Oui. Ça prend des formulaires quand les gens votent. Au niveau de l'administratif, là, ils ont monté des formulaires quand il y a, parce qu'il y a un appel au vote, le maire donne son vote. Fait que c'est calculé automatiquement, donc pour savoir un vote, puis là, son pourcentage est automatiquement noté aussi. Fait que ça fait qu'à la fin, on sait s'il y a une double majorité ou non. Parfait. Et donc, de cette nouvelle façon de faire, est-ce que les municipalités qui ont juste un vote, est-ce que ça les désavantage ou ça n'a pas vraiment d'impact pour eux? Ben, écoutez, ça dépend toujours de l'issue du vote. Je veux dire, il y en avait des avantages et des inconvénients avant aussi. C'est pour ça qu'on a retravaillé là-dessus, parce que si c'était parfait avant, personne n'aurait demandé de changer ça, puis on n'aurait pas analysé le changement. Je vous dis pas que c'est la façon idéale, je vous le disais tantôt, s'il y avait une formule parfaite, probablement qu'on la ferait. C'est que probablement, là, en ce moment, c'est la façon la plus adaptée. Bien, c'est la façon qui est la plus consensuelle. OK. Je vais le dire comme ça, parce qu'il y a eu des grosses discussions autour de la table. J'en doute même pas, c'est ça. Mais l'ensemble du conseil disait, oui, on est capable, on veut vivre avec ça, on est capable de vivre avec ça, c'est ça qu'on... Puis peut-être que dans quelques années, il y aura des modifications encore. Ça peut arriver. Mais la prétention de la MRC à ce moment-ci, puis du conseil de la MRC, c'est que c'est une façon de faire qui est changée, mais qui tout le monde adhère, puis tout le monde est en faveur de fonctionner comme ça. Ce qui donne, dans le fond, sans être parfaite, donne une représentation différente pour les municipalités ayant un peu plus de population. OK. Donc, c'est reflété dans la première majorité, ce qui ne l'était pas avant. Alors que dans la deuxième, on l'a directement parce que c'est au pourcentage de population.
OK. Donc, est-ce que c'est favorisant, défavorisant? C'est sûr que la façon que le conseil a analysé puis a pris la décision qu'il a prise, une municipalité à elle seule, comme on voit dans d'autres MRC, ne peut pas décider, prendre une décision à elle seule. Parce que, par exemple, si la ville d'Amqui, elle a 4 voix, elle ne peut pas. Elle doit s'adjoindre d'autres municipalités sur le territoire. Advenant que les 3 plus populeuses, Amqui, Sébec, Causac, donc on fait 4, 6, 8, donc c'est 8 votes sur 23. Encore là, ils vont devoir s'adjoindre quand même des plus petites municipalités. Ça ne leur donne pas un pouvoir absolu, voilà, là. C'est comme un peu plus de force, mais s'ils sont tout seuls, c'est une meilleure reconnaissance de leur grosseur ou de leur, en tout cas de leur population. Fait que de toute façon, comme tu mentionnes, ça a été adopté à l'unanimité. Exact. Donc, toutes les autres municipalités étaient d'accord avec cette nouvelle façon de procéder. C'est en plein ça. Puis on verra aussi pour les gens qui ont suivi un petit peu les travaux de la MRC qu'il n'y a plus de 2e représentant. Ça aussi, c'est une décision qui relève de cet exercice-là. Donc avant, Amqui, Sébec, Causac-Piscale avait un 2e représentant. Donc les municipalités ont dit, maintenant, on est d'accord pour que les municipalités aient plus de vote, plus représentatif, mais Puis il ne faut pas oublier que les 2e représentants n'avaient pas droit de vote, là. Je pense qu'il faut le préciser quand même à la population. Fait que on se disait, si des gens veulent venir appuyer leur élu ou suivre les conseils, la séance, elle est publique, donc les gens pourront y assister. Fait que là, c'est surtout pour les séances avec vote, mais est-ce que c'est pas mal toutes les séances qu'il y a des votes en général? Ou... La séance publique, c'est la seule où les votes sont, sauf au comité administratif, mais le comité administratif se fait dans un autre moment, mais il y a aussi, s'il y a des gens qui veulent y assister, ils peuvent le faire aussi. Donc, mais pour l'instant aussi, on est encore en pandémie. Donc, on sait que présentement, les séances publiques, on ne peut pas les tenir encore parce qu'on n'a pas une salle qui est adéquate. On voit le plexiglas ici, donc on n'a pas ces barrières physiques-là à la MRC. Okay. Le conseil, dans la salle qu'on a pour le conseil, on ne peut pas tenir ça parce qu'on pourrait la tenir avec le conseil, mais on ne pourrait pas la tenir avec du public. Puis il y a une obligation dans la loi actuellement que si on peut pas accepter le public ou qu'on doit refuser une seule personne, on doit diffuser publiquement les séances. Donc, comme on sait que ça peut être... on veut pas créer de malaise, puis on n'est pas équipé pour diffuser et s'assurer. Donc, on maintient encore les séances publiques en visioconférence. Mais là, avec la levée des consignes, ça s'en vient, est-ce que ça va pouvoir être aussitôt qu'on va pouvoir le faire, on va le faire effectivement. Mais là, dans le respect des mesures actuelles, on ne peut pas encore le faire. Mais oui, si on regarde le conseil de la MRC, on dit c'est 19 élus, plus le directeur général, plus des invités qui viennent. Fait que c'est plus d'une vingtaine de personnes. Fait que c'est pas la même salle qu'un conseil municipal où il y a 6 conseillers, un maire, là. Fait que 6 personnes, plus les administratifs. On s'entend que ça prend une salle pas tout à fait de la même façon, de la même portée, je veux dire. Fait que c'est un peu ça, puis fait que on veut s'assurer que les gens soient capables de pouvoir voir la séance puis d'avoir les informations aussi. Donc, on poursuit comme ça. On pense que c'est la façon la meilleure pour répondre aux besoins. Là, on parlait que c'est des décisions qui font jaser. Là, tu me vois venir. Oui. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont circulé sur les réseaux sociaux, dont l'ancien maire Gaétan Ruet, qui n'a pas été très tendre dans ses propos. Là. Je ne sais pas si tu les as vus. Mais comment on réagit là, quand il y a des réactions fortes comme ça? On réagit pas parce que chacun doit son opinion. Donc, moi, je laisse les gens se faire leur propre opinion. Aujourd'hui, je vous ai quand même expliqué le contexte, la façon que ça s'est fait. Fait que je vais m'en tenir à ça pour aujourd'hui. Puis, vous savez, il faut participer des fois à des exercices pour mieux comprendre la situation. Mais je comprends aussi que les gens n'ont pas toute cette information-là. Fait que c'est le but aussi de notre rencontre. C'est pour ça qu'on on t'a invité aussi. Puis pour moi, j'ai vu, c'était beaucoup plus complexe que des fois, ça en a l'air que sur papier, c'est écrit, on fait ça, on fait ça. Ça va me faire toujours plaisir qu'un citoyen m'appelle pour me poser des questions puis valider des choses. Ça me fera toujours plaisir de le faire. Je n'ai pas toujours la bonne réponse, malheureusement, parce que je dois donner la vraie réponse. Mais je vais pas me défiler puis ne pas la donner, par exemple.
Ben d'ailleurs, je te remercie de ta visite aujourd'hui, d'être venu nous éclairer sur ce sujet, de nous avoir expliqué un peu plus comment ça s'est passé, qu'est-ce que c'est, puis vers quoi ça s'en va. Puis on invite les gens là, à participer aussi là, quand ils vont pouvoir retourner en personne, là, d'aller assister Ben, c'est toujours à ces possible pour les rencontres-là. gens hein, de Oui. poser leurs questions, même si on Aussi. est en visio. Les gens, sur la page Facebook de la MRC, on avise les gens de s'ils ont des questions à poser ou quelque chose, de nous en faire part et à la séance, on va y répondre. Donc, ça, c'est toujours possible, mais comme je le dis toujours, les gens peuvent nous contacter aussi. On va se faire un devoir de répondre à leurs questions. Toujours une meilleure méthode de poser des questions que de faire du chiolage. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est moi. Je l'assume. Merci beaucoup, Chantal. Ça fait plaisir. Bonne journée. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. La semaine dernière, le ministre des Finances, Éric Girard, a déposé le budget 2022-2023 du Québec. C'est pas toujours simple à comprendre hein, pour tout le monde. Alors, c'est pour ça que j'ai avec moi Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, pour nous aider à mieux comprendre ce budget. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors, Bien, avant de commencer, je veux te féliciter pour tes 15 ans comme député. Donc, ça fait 15 ans que tu es député et puis d'être toujours aussi impliqué dans ton travail après 15 ans, c'est formidable. Félicitations. merci. Ça va rapidement, hein, le temps. Donc, le 26 mars 2007, c'est ma première élection à titre de député de Matane. Et depuis ce temps-là, j'ai été réélu à plusieurs reprises. Mais pour la Matapédia, ça va faire 10 ans le 4 septembre parce que la carte électorale a changé. Donc, 15 ans de vie politique. Pour la Matapédia et la Métis, 10 ans. Donc, ça fait plusieurs années, mais ça passe vite parce que je ne suis pas très nostalgique. Il s'est fait beaucoup de choses, mais encore beaucoup à faire. Alors, j'ai envie de continuer. Et je comprends, aujourd'hui, on va parler d'argent, notamment, avec le budget. C'est ça? Oui, tout à fait. Puis comme je mentionnais, bon, on écoute le budget. Il y a plusieurs personnes qui écoutent le budget. Oui, on investit de l'argent. On comprend qu'il y a de l'argent qui est investi. Mais des fois, ça ne va pas plus loin. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et qu'est-ce qui est important de retenir, surtout pour une région rurale comme nous, ici, dans la Matapédia? Bien, le budget, c'est comme dans chaque famille. Il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Et le budget du gouvernement du Québec, c'est notre argent. C'est l'argent qu'on paie par les impôts et par la taxe de vente du Québec, la TVQ. Essentiellement, c'est les deux principales sources de financement. Et là, le gouvernement fait des choix pour nous, dans ce qui est le mieux pour la nation québécoise. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'attentes parce qu'il y a de l'inflation, c'est-à-dire que le coût de plusieurs produits augmente, que ce soit l'essence, que ce soit les produits d'alimentation, que ce soit même les tarifs d'hydroélectricité. Ça, c'est le gouvernement du Québec. Dans quelques jours, le 1er avril, ça va augmenter de 2,6 %. Donc, on va le sentir. Et ça, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Ça va augmenter l'année prochaine aussi. Alors, ça, c'était le premier défi, l'inflation, mais aussi la relance économique après la pandémie. En tout cas, on souhaite que l'essentiel de la pandémie soit derrière nous. Donc, ce que le gouvernement du Québec a décidé de faire à quelques mois d'une élection, c'est d'envoyer un chèque à 95 % de la population du Québec de 500 $. Il y a un problème avec ça. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont près de 100 000 $ par année, c'est mon cas. Ils n'ont pas besoin de ce chèque-là. Mais il y a des gens qui en ont besoin de beaucoup plus. Alors, des gens qui nous regardent, qui ont des prestations fixes, donc qui n'augmentent pas, et qui vont devoir faire des choix difficiles, notamment en matière d'alimentation. Des gens qui ont des faibles revenus. Moi, j'aurais aimé qu'ils en aient plus et que les gens qui en ont plus en reçoivent pas. Mais c'est le choix que le gouvernement a fait et dans ce sens-là, c'est un geste électoral. Et je suis convaincu que c'est pas ce qui va acheter la population de la Matapédia ni d'ailleurs, mais il faut quand même le dire. Okay. Dans le budget, moi, j'avais des attentes spécifiques pour la région. Je vais donner un exemple que plein de gens vont comprendre. L'aménagement forestier, les lots forestiers, on a plein de propriétaires sur notre territoire pour qui c'est très important, évidemment, puis des travailleurs forestiers qui s'arrachent le cœur à travailler, c'est difficile.
On a besoin d'argent supplémentaire pour lutter contre la tordeuse des bourgeons d'épinette qui va venir gâcher notre ressource. On a demandé ça à peu près toutes les municipalités du Bas-Saint-Laurent ont demandé un budget supplémentaire. On ne l'a pas eu. Ça va être gênant là, pour la CAQ de venir faire campagne chez nous là, parce que ça, c'était propre à notre région. Il y a 2 députés de la CAQ au Bas-Saint-Laurent aussi. Là. Il n'y a pas juste un député du Parti québécois et un député indépendant à Rimouski. Oui, surtout les forêts privées, il n'y a rien qui a été fait encore pour eux. Là. Les forêts publiques, il y a des informations qui se transmettent, mais au niveau des forêts privées, il n'y a toujours rien qui s'est fait. Bien, la lutte à la tordeuse, il y a un budget, mais il n'est pas suffisant. Ça, c'est un exemple. Sinon, l'acquisition d'une première maison, par exemple. On souhaitait qu'il y ait des incitatifs, notamment pour les jeunes couples. C'est pas arrivé non plus. Des allègements pour les PME, on avait proposé des mesures. Aussi, faire en sorte que dans notre région, on soit mieux équipé quant aux infrastructures. Bon, j'en ai annoncé plusieurs dans les dernières années, mais il y en a encore plusieurs qu'on aimerait annoncer dans les municipalités. Tout à l'heure, je vous parlerai de d'autres annonces qu'on a eues. On a eu des annonces, mais je travaille sur d'autres. Et évidemment, bien, le routier, on en parlera aussi. Donc, le gouvernement décide d'aller de l'avant avec l'autoroute 20, mais notre priorité sur le territoire, c'est pas l'autoroute 20, c'est l'amélioration des routes numérotées du ministère des Transports, route 195, route 132. Okay. Donc, c'est un budget, je dirais, électoral. Et là, plus on fouille dedans, plus on découvre des mesures qui ont un impact sur notre région. Alors, j'ai pas fini de découvrir les éléments. Et quand je vais en découvrir de nouveaux, je vais les partager avec vous. Mais une fois que c'est passé, le budget, bien, on continue de vivre puis d'essayer d'en tirer le meilleur profit possible pour notre région. Et c'est ce que je vais plaider. Puis il y a des nouveaux phénomènes dont on ne parlait pas avant. La crise du logement, c'est aussi dans la Matapédia. C'est pas juste un problème urbain à Montréal. Donc, il y a des enjeux émergents aussi qui font en sorte qu'il faut rajouter ça à notre liste déjà très longue de dossiers. Oui, ça, je l'ai connu. Je suis un nouvel arrivant moi-même, donc c'est pas évident de se trouver un logement. Et je sais qu'ils ont investi beaucoup d'argent, mais est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que ça nous touche, nous, ici, dans la région? Bien, c'est pas compliqué. Soit qu'on a des habitations à prix modique qui sont financées par l'État puis gérées par des organisations municipales, comme on a présentement, soit qu'on aide des promoteurs à bâtir des logements qui ne sont pas nécessairement des logements sociaux, mais qui s'ajoutent à l'offre. Soit qu'on fait en sorte aussi de favoriser la vente de certaines maisons, quoique ça se passe plutôt bien au plan de l'immobilier. Mais ça prend une véritable politique pour l'établissement des gens dans notre région. Donc, des gens qui choisiraient de changer de vie, de partir de la ville pour venir chez nous, il faut que ça soit attrayant, ou l'immigration. Et dans la Matapédia, c'est la MRC qui reçoit le moins d'immigration au Bas-Saint-Laurent. Pourtant, on a des besoins en main-d'œuvre qui sont importants. Il va falloir travailler là-dessus aussi. On a tout pour plaire aux gens, la qualité de l'environnement, l'accès à la nature, pas de bouchons de circulation sur la rue du Pont à Amqui, ni à Cozapscal, ni à Sébec. Et le coût de la vie est plus bas. Je veux dire, si votre hypothèque, c'en est une de 600 000 $ en banlieue de Montréal, puis que votre maison vous a coûté 250 000 dans la Matapédia, peux-tu vous dire que vous avez fait un gain appréciable. Donc, je pense que la grande priorité pour moi, pour les élus, pour les organisations de la Matapédia, c'est d'attirer des nouveaux citoyens sur le territoire parce qu'on a de la place. Dans le budget, moi, ce que je voulais aborder, c'est les organismes communautaires. Il y a beaucoup d'organismes communautaires de la Matapédia qui ont participé à la manifestation qui a eu lieu à Rimouski, qui demandait au gouvernement de penser à eux au prochain budget. C'était pour eux le budget de la dernière chance. Puis on voulait savoir un peu l'argent qui a été proposé. Est-ce que ça va être suffisant pour soutenir les organismes communautaires? Je pense que c'est d'abord les groupes communautaires qui vont pouvoir répondre à ça. Ces groupes qui font un travail exceptionnel que l'État ne pourrait pas faire très près des gens, qui sont souvent en détresse. Donc, c'est beaucoup des femmes fantastiques qui dirigent ces organisations. Je les connais bien, les groupes communautaires. J'étais dans ce domaine avant d'être député. C'est à la fois pour offrir des services puis offrir des conditions intéressantes à ces femmes et à ces hommes qui y travaillent, parce que sinon on va les perdre pour d'autres domaines, ça va être des postes durs à combler. Donc, je laisserai ça au groupe communautaire indiquer si c'est suffisant. J'ai l'impression que non. Mais c'est toujours un investissement judicieux d'investir dans les groupes communautaires qui sont très présents dans la Matapédia. On les connaît bien. Moi, je les finance très humblement avec mon budget, mais ils sont partout sur le territoire. C'est des gens de cœur que j'apprécie beaucoup. Et je pense qu'ils savent aussi que je suis très près d'eux, ces groupes, et d'elles, ces femmes qui, la plupart du temps, c'est des femmes qui dirigent. Pas toujours, mais à très forte majorité. Donc, je peux vous dire qu'en temps de pandémie, elles se sont révélées, ces organisations. Je vais en nommer qu'une seule, Moisson-Vallée, c'en est une, il y en a tellement d'autres. La demande a augmenté. Moi, je me souviens d'avoir signé un chèque de
de 10 000 $ d'urgence au début de la pandémie là, pour améliorer la banque alimentaire. Donc oui, c'est un travail important qui se fait. Il y en a plein. La ressourcerie, je veux dire, sont partout sur le territoire et sont essentiels. Donc, je vais toujours plaider pour ces groupes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de services qui sont offerts par les organismes communautaires que les gens n'auraient pas si eux autres n'étaient pas là. Il y a beaucoup d'aide pour les enfants, les familles, les femmes. C'est incroyable. La défense des droits, le regroupement des femmes. Je veux dire, il y a un ensemble de fonctions essentielles dans la vie quotidienne lorsque les gens en ont besoin, puis on travaille bien avec les groupes communautaires. Lorsqu'on est député, c'est essentiel sur un territoire comme le nôtre. Parfait. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que le budget a été beaucoup pensé en raison des élections. Est-ce qu'il aurait pu être différent? Si ça n'avait pas été des élections qui arrivaient, est-ce que le budget aurait été pensé différemment, selon toi? Assurément. Moi, je suis sûr de ça. C'est très électoral, puis d'ailleurs, ils ont de la difficulté à se défendre de ça. C'est évident que les gens qui reçoivent 500 $ vont dire que c'est une bonne chose. Moi, je suis convaincu que les gens de la Matapédia ne se feront pas acheter par ça. Je veux dire, l'année prochaine, il ne sera pas là, le 500 $. C'est une fois. Il y a d'autres mesures qui auraient pu être mises en place. Descendre les impôts, par exemple, enlever la taxe sur certains produits supplémentaires, diminuer les tarifs. Donc, tout ça est important. L'augmentation de l'hydroélectricité, là, c'est sérieux. Là. Le 1er avril prochain, même si on pense que c'est un poisson d'avril, 2,6 %, ça va paraître pour tout le monde. Hein? Si vous payez une facture d'hydroélectricité, vous êtes un propriétaire qui le paye, ça va être compliqué. Puis moi, il y a des gens là, quotidiennement qui me font signe que l'enjeu du pouvoir d'achat, c'est l'enjeu numéro 1 dans leur vie présentement. Encore hier, quelqu'un qui avait de la difficulté à se nourrir, à aller à l'épicerie, parce que tout augmente. Alors, l'enjeu là, premier pour la population là, de la Matapédia, prix de l'essence, coût des denrées, coût de la vie, c'est ça qui occupe le monde. Puis moi, c'est là-dessus que je travaille beaucoup. Parfait. Bien, merci beaucoup, Pascal, pour toutes ces clarifications, de nous aider à mieux comprendre le budget, parce que c'est pas toujours, quand on n'est pas dans le milieu ou on n'est pas dans les finances, c'est pas toujours évident à comprendre. J'essaie de comprendre humblement. Je suis pas un comptable, mais je sais compter. Et je sais que les gens savent compter aussi. Puis aussi, ils peuvent compter sur moi pour aller défendre ce qui est important pour nous, puis essayer de découvrir parfois des opportunités qu'on a. Qui peuvent nous permettre là, de développer des choses, des opportunités à saisir. Il y en a probablement dans le budget. Je vais continuer de fouiller, puis je vous tiendrai au courant de mes découvertes. Parfait. Merci beaucoup. Donc, j'étais avec Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, pour parler du budget 2022-2023 pour le Québec. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Avant de terminer, c'est à compter d'aujourd'hui jusqu'au 3 avril qu'aura lieu la course provinciale hommes-femmes, la classique Pierre Landry, au Parc régional de Val-d'Irène et organisée par le Club alpin de Val-d'Irène. Les vêtements que je porte proviennent de la boutique Poisson Mode, une association entre la boutique Passion Mode située au 118 rue Saint-Jacques-Nord à Causa-Piscale et le Poisson d'Avril. Mes poissons ont tenu le coup, ils sont encore tous là et j'ai mes co-animateurs cette semaine qui sont toujours là. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire du Télébingo ce dimanche à 12h30. Cette semaine, les cartes à jouer sont de couleur orange. Merci de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. On est toujours le 1er avril, la journée n'est pas terminée, continuez à jouer des tours. C'est fantastique, on aime ça. Alors moi, je vous retrouve vendredi prochain. Bonne semaine.